Surprise, prix Nobel de la paix aux négociateurs du Vietnam, messieurs Kissinger et Leducto. Le président Sadat propose la paix si les Israéliens se retirent des territoires occupés. Madame Meir, la guerre se poursuivra autant qu'il le faudra pour remporter la victoire. L'Assemblée nationale examine le projet de réduction à 5 ans du mandat du président de la République. La question préalable de la gauche est rejetée. Éric Tabarly change de mât à Rio et reste optimiste. Un reportage tout à l'heure de nos envoyés spéciaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 11e jour de guerre au Proche-Orient. Il y a eu des combats acharnés aujourd'hui en Syrie et également dans le Sinaï, mais sans que le front se déplace. Dans un discours très modéré, le président égyptien Anwar el-Sadat a offert de participer à une conférence de paix aux Nations Unies, conférence à laquelle prendrait part Israël. Jusqu'à présent, le président égyptien n'avait jamais été aussi loin. Il s'est cependant montré intransigeant sur le cessez-le-feu qui n'interviendra, a-t-il dit, que si les Israéliens se retirent des territoires occupés. Madame Meir a de son côté adopté un ton un peu plus agressif. Pour elle, la guerre se poursuivra autant qu'il faudra pour remporter la victoire. Le cessez-le-feu, dit-elle, n'interviendra pas tant que les armées arabes n'auront pas été battues. Madame Meir a annoncé que des Israéliens se battent maintenant sur la rive occidentale du canal de Suez, c'est-à-dire du côté égyptien. Mais cette nouvelle n'a pas été confirmée par l'Égypte et on ignore combien de soldats seraient engagés dans cette action. Washington a réagi favorablement tout à l'heure au discours du président égyptien. On note que le président Nixon recevra demain les ministres des Affaires étrangères de 4 pays arabes, Algérie, Koweït, Maroc et Arabie Saoudite. M. Kissinger avait précisé ce matin, pour dissiper tout équivoque, que les États-Unis n'ont pas l'intention d'envoyer de troupes au Proche-Orient. Et c'est alors qu'il participait à une réunion consacrée à la guerre du Kippour que le secrétaire d'État américain a appris que le prix Nobel de la paix venait de lui être décerné, ainsi qu'à M. Leducto. La nouvelle a causé une grande surprise, les deux hommes n'étaient pas parmi les favoris. C'est essentiellement la paix au Vietnam, une paix encore vacillante, il est vrai, que le comité Nobel a voulu couronner en attribuant les prix à 2 grands négociateurs, Kissinger et Leducto. Et, au-delà des accords de Paris, ce sont les efforts de paix dans le monde entier auxquels les Norvégiens veulent rendre hommage. Cette distinction devient aujourd'hui un véritable symbole. Ainsi, après le président Roosevelt, qui passait plutôt pour un être belliqueux, après le docteur Schweitzer, le pasteur Martin Luther King, assassiné à Atlanta, et le chancelier Willy Brandt, parmi bien d'autres depuis le début du siècle, voici l'Américain Henry Kissinger et le Nord-Vietnamien Leducto promus au plus haut rang de la paix mondiale. Il avait fallu, rappelons-le, 20 mois aux 2 hommes pour venir à bout du conflit vietnamien. L'un en acceptant le retrait des troupes américaines, l'autre en reconnaissant le gouvernement du Sud-Vietnam. 2 hommes donc qui étaient parvenus à un accord, mais qui non seulement sont diamétralement opposés sur le plan politique, mais qui appartiennent à 2 blocs que l'on nomme capitalisme et communisme. Henry Kissinger, 50 ans, qui vient d'être nommé secrétaire d'État par Nixon, représente la plus grande puissance mondiale sur la scène internationale. L'autre, Leducto, a 62 ans, un homme énigmatique qui ne se départissait jamais de son sourire. Il est le type même du dirigeant communiste. Ces 2 hommes étaient parvenus à s'entendre et souvent par-dessus même les imbroglios de la diplomatie. On savait déjà que les comités du prix Nobel de la paix, malgré leur indépendance, procédaient parfois à de savants dosages politiques. Ce dosage-ci ne manquera pas de surprendre. Car Kissinger, juif allemand, détient, on le sait, un nouveau plan de paix pour le conflit au Proche-Orient. Kissinger et Leducto, s'ils acceptent le prix, se retrouveront donc à Oslo pour recevoir les 510 000 couronnes, le diplôme et la médaille d'or qui revient au lauréat. Cérémonie le 10 décembre prochain. Et qui sait, d'ici là, peut-être Israël et les pays arabes auront-ils accepté eux aussi de faire la paix. Au même moment, cet après-midi, d'un côté au Caire, Sadat l'Égyptien, et de l'autre à Tel Aviv, Golda Meir l'Israélienne, ont pris la parole devant leurs parlements respectifs. Au nom d'Allah, je vous présente notre héros, notre commandant, notre espoir. C'est sur ces mots qu'Anwar el-Sadat a été accueilli à la tribune du Conseil du peuple égyptien.
Grave et maître de lui-même, Sadat a d'abord longuement parlé de la guerre en disant notamment que l'Égypte, je cite, continuerait à en payer le prix de sa sueur et de son sang. Il a ensuite menacé l'ennemi d'utiliser des missiles capables à tout instant de frapper au cœur d'Israël. Mais, a-t-il souligné, nous n'entreprenons aucune agression contre un territoire d'autrui. Nous combattons pour atteindre deux objectifs. D'abord, le recouvrement de nos territoires occupés et deuxièmement, le rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien. C'est ainsi qu'Anwar el-Sadat en est venu à exposer son plan de paix. Un plan que l'on peut résumer ainsi: cesser le feu sur les frontières d'avant la guerre des 6 jours, retrait des troupes israéliennes des territoires occupés sous contrôle international, réunion d'une conférence de la paix aux Nations Unies, les Palestiniens y participant, enfin la réouverture du canal de Suez. Pendant ce temps-là, Mme Golda Meir, devant la Knesset, le Parlement israélien, a commencé son allocution en donnant une information militaire. Au moment où je m'adresse à vous, des forces armées israéliennes se trouvent sur la rive occidentale du canal. Le chef du gouvernement israélien s'en est ensuite pris violemment à l'aide soviétique, en dénonçant le caractère irresponsable de leur politique. L'URSS veut tirer des profits politiques de cette guerre, a-t-elle déclaré. Quant à un cessez-le-feu éventuel, Golda Meir a affirmé jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu d'aucun côté une telle proposition. Cette proposition, Sadat l'a faite cet après-midi. En étudiant les propos de l'une et de l'autre, on peut se demander comment parler de paix entre deux peuples qui ne donnent pas un même sens à leur guerre. D'un côté, il s'agit de libérer simplement les territoires occupés, pour les autres, l'existence même de leur propre pays est en jeu. Des deux côtés, en plus, on s'accuse mutuellement de la responsabilité de la reprise des combats. On ne voit pas alors comment le plan de paix d'Anwar el-Sadat pourrait trouver un écho favorable en Israël, tant il est loin des vues de l'adversaire. Et de ce dialogue de sourds, d'agresseurs ou d'agressés, il n'en ressort qu'une conclusion: la guerre continue. Ce matin à l'aube, la coalition des armées arabes a lancé une violente contre-offensive sur le front syrien. Contre-offensive qui a été brisée par l'aviation et par l'artillerie israélienne. Nous assistons actuellement à un barrage d'artillerie entre les Israéliens et les Syriens. Nous sommes à environ 25 km de Damas et les forces arabes opposent une résistance farouche à la pénétration israélienne. Un fait majeur, l'entrée en guerre active de l'Arabie Saoudite marque peut-être un tournant dans cette guerre qui promet de durer. Pourquoi? Eh bien maintenant, la plupart des nations arabes aident financièrement ou militairement les nations qui sont déjà entrées dans le conflit, c'est-à-dire la Syrie et l'Égypte. L'aviation syrienne, durement touchée au début des combats, ne semble plus être en mesure de fournir une couverture aérienne aux blindés syriens qui sont littéralement écrasés dans la plaine par la chasse israélienne. Les pertes syriennes et irakiennes sur le front nord sont absolument incroyables. Des centaines de carcasses de blindés calcinés jonchent la plaine, mais les pertes subies par Tel Aviv ne sont pas négligeables non plus. Jérusalem publie récemment le premier bilan des pertes israéliennes. 656 morts en une semaine de combat. Les pertes syriennes, selon Tel Aviv, seraient 10 fois plus élevées. Les blessés des armées arabes, faits prisonniers, comme nous avons pu le voir, sont soignés dans les hôpitaux militaires israéliens. La guerre dure depuis 10 jours. La coalition des pays arabes oppose une résistance farouche à l'une des armées les plus aguerries du monde. Damas et le Caire savent que Tel Aviv désire conclure par une action militaire rapide et empêcher une guerre d'usure qui serait catastrophique pour l'économie israélienne. Sur le front du Sinaï, l'offensive générale lancée il y a 48 heures par les Égyptiens
a fait place à des combats locaux. Des combats d'une extrême violence dans la région d'Ismaïlia et du lac Amer, au centre du front. Les blindés et surtout l'artillerie des deux camps s'affrontent sans interruption depuis ce matin à quelques kilomètres du canal. Les chars égyptiens essayent de percer les lignes de défense israéliennes en direction des hauteurs du Sinaï. Ismaïlia, comme le sud du lac Amer, sont les points de départ des axes d'offensive dont parlait l'état-major égyptien ces derniers jours. Mais les combats ne se déroulent pas seulement dans le désert. D'après Tel Aviv, les installations radars d'Alexandrie ont été détruites par les vedettes israéliennes. De son côté, le Caire annonce que ses unités navales ne sont pas restées inactives. Elles ont incendié diverses positions israéliennes au nord du canal. Enfin, mais cette information n'est pas confirmée. Tel Aviv déclare qu'une unité israélienne a pu franchir le canal en son extrémité sud. Elle opère actuellement en territoire égyptien. Sur les champs de bataille du Proche-Orient, au Sinaï et au Golan, les Américains et les Russes sont présents. Ils ne sont pas présents exactement sur le terrain, mais au-dessus, très au-dessus du terrain, grâce à leurs satellites d'observation ou satellites espions. Actuellement, chacun des deux grands possède dans le ciel entre 5 et 10 satellites et l'on peut estimer que chaque jour, au moins l'un de ces satellites espions passe à la verticale des lieux du combat du Proche-Orient. Et ces satellites ont l'œil perçant. Actuellement, ils sont tellement précis qu'ils peuvent en gros voir tout objet ayant la taille à peu près d'un pistolet mitrailleur. Donc, à plus forte raison, tout avion au sol, tout tank, tout mouvement de troupes. Et même si ceux-ci sont camouflés, car grâce à l'infrarouge, on peut détecter beaucoup de choses et même les traces d'objets qui viennent de s'éloigner. Regardons sur quelques photos ce que peuvent faire ces satellites. Bon, celle-ci, c'est une photo très connue, ceci, c'est l'Inde, et voici Ceylan. Mais si nous prenons des photos plus précises, voici une zone de la Grèce où nous détectons ici le canal de Corinthe et ici la ville d'Athènes. Si nous sommes encore plus précis, voici la ville de Washington, la rivière Potomac, et vous remarquez ici une tache claire. Agrandissons un peu cette photo et nous découvrons qu'il s'agit de l'aérodrome international de Dulles. En agrandissant encore la photo, nous pourrions très probablement compter le nombre d'avions présents sur cet aérodrome. Si nous prenons une photo encore plus précise, voici Cap Kennedy. Voici la zone de lancement de Cap Kennedy. Agrandissons un peu cette photo et vous pouvez vérifier l'état de tous les ponts qui mènent de Merritt Island à Cocoa Beach et même les sites de lancement de Cap Kennedy, les sites de lancement de Saturne V. Sur l'un de ces sites, en agrandissant la photo, nous aurions pu voir le dessin, la fusée exacte d'Apollo 14 qui était présente lorsque cette photo a été prise. Donc, depuis le début des hostilités, Russes et Américains ont pu fournir aux belligérants, chacun selon ses sympathies, des renseignements extrêmement précis sur l'état des forces en présence, l'état des sols, l'état des défenses, les mouvements de troupes et tout ce qui se passe en fait au sol. C'est donc la première fois que des satellites espions sont utilisés comme poste d'observation stratégique. Ils détectent tout et également peuvent servir à évaluer les pertes. C'est grâce à ces renseignements de satellites, mais aussi à beaucoup d'autres, qu'une revue américaine, notre confrère Aviation Week and Space Technology, a fait un état des pertes estimées actuellement pour la première semaine des combats au Proche-Orient. Voici le tableau qui nous l'indique. Pour l'Égypte, perte en hommes 4000, 99 avions et hélicoptères, en fait 17 hélicoptères, le reste étant des avions, 250 chars. Pour la Syrie, 6000 hommes pertes. En avion 80 et en tank 650. L'Irak, qui n'est intervenu que fort peu sur le terrain pour le moment, ses pertes ne sont estimées qu'à 6 Hawker Hunter. Pour Israël, plus de 1000 hommes, plus de 78 avions. Il n'y aurait que 3 Mirage 3 parmi ces avions et 550 chars. Voici donc ce que peuvent faire les yeux des grands dans le ciel du Proche-Orient. Premier obstacle, première haie franchie par la réforme constitutionnelle, la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Les députés n'ont pas suivi les socialistes qui proposaient que le débat s'arrête tout net et soit renvoyé aux calendes. C'est ce que l'on appelle en langage parlementaire opposer la question préalable. Première escarmouche dans un climat de dissipation, mais sans passion véritable. L'opposition et la majorité se sont accusés mutuellement d'avoir des arrière-pensées politiques. Pour l'opposition,
le gouvernement, en faisant voter par le Parlement la réduction du mandat présidentiel, voudrait faire confirmer par ce Parlement, implicitement, les pouvoirs, le rôle du président de la République. Pour la majorité, les partis marxistes, selon l'expression de M. Jean Foyer, le président de la Commission des lois, veulent reconstituer le cartel des noms de 1962. On se souvient qu'en 1962, le général de Gaulle avait fait approuver par le suffrage universel l'élection du... Et puis en s'écriant, voilà encore une fois que les institutions de la République sont au centre du débat, M. Foyer a parfaitement résumé la première partie de la journée. On a beaucoup plus parlé des institutions en général que du projet de réduction du mandat. Et ce fut par moments, il faut bien le dire, un cours de droit constitutionnel et un affrontement entre spécialistes. Voyons maintenant un extrait de la discussion de la question préalable, défendue et déposée par M. Chandernagor, attaqué par M. Tiberi et par le Premier ministre, M. Mesmer. Le conflit risque, s'il n'y est rapidement mis fin, de s'étendre de proche en proche. En France, l'inflation se développe, tandis que les luttes sociales se durcissent et s'amplifient. Les cheminots hier encore étaient en grève. Vendredi dernier, les éleveurs du centre barraient les routes. Pendant ce temps, nous allons doctement disserter de nos institutions. La mesure que vous préconisez, limitée à la réduction à 5 ans du mandat présidentiel, est fragmentaire et insuffisante. C'est une fois de plus, et vous en êtes coutumier, une fausse solution à un vrai problème. Une fois de plus, une réforme isolée, présentée comme de portée modeste, servira de justification ultérieure à l'accroissement indéfini des pouvoirs d'un seul. Votre projet, c'est trop, à la lumière de notre expérience passée et de nos craintes pour l'avenir, et c'est trop peu pour remédier au déséquilibre institutionnel profond dont nous souffrons. Pour toutes ces raisons, l'Assemblée ferait œuvre utile, pensons-nous, en vous disant d'entrée de jeu non, pas comme cela et pas ainsi. Tel est le sens de la question préalable que nous lui soumettons. Dans ce schéma constitutionnel, la réforme proposée est donc claire. Et elle va, est-il besoin de le souligner, entièrement dans le sens de la démocratie. C'est pourquoi, au nom de mes amis, je vous demande très clairement et sans ambiguïté de repousser une question préalable parfaitement inopportune et illogique, et où le refus global et sans nuance ne fait probablement que masquer un pénible embarras. Ceux qui s'apprêtent à voter cette question préalable ou à rejoindre l'abandon dans l'abstention sont en fait pour la mesure qui nous est proposée. Ils renonceront à une conviction qu'ils savent largement partagée par l'opinion, uniquement pour sacrifier à certains jeux de la politique parlementaire et pour revenir au régime d'assemblée. Les raisons du Parti socialiste en faveur de la question préalable sont simples et elles sont mauvaises. Elles appartiennent à deux espèces. Les unes n'ont rien à voir avec le débat et on nous dit, par exemple, qu'il faudrait attendre, que dans le monde, qu'en France, aucun grand problème se présente pour que l'on puisse enfin discuter de questions constitutionnelles. Il faudrait en quelque sorte attendre un calme plat dans la politique mondiale et dans la politique nationale. Le malheur, c'est que le calme plat n'existe jamais en politique. Et j'ajoute qu'il y a quelque chose de très choquant à entendre M. Chandernagor, dans la première phrase de son discours, faire référence aux événements du Proche-Orient, alors que tout le monde sait dans l'Assemblée que dès demain, l'Assemblée nationale en discutera. Et c'est pourquoi je crois que ce serait une faute grave de refuser ce débat au fond
C'est pourquoi le gouvernement demande à l'Assemblée nationale de repousser la question préalable. Eh bien, après le rejet sans difficulté et à main levée de cette question préalable, la discussion du texte a commencé sans incident notable et presque sans murmure. Alors là, pas de surprise, les réformateurs déposeront des amendements tout à l'heure à 10 h en séance de nuit, on le savait déjà. Les représentants de la majorité sont venus apporter leur soutien au gouvernement. M. Messmer lui-même, dans une intervention vigoureuse, s'est engagé à fond sur le projet, on s'y attendait. Écoutez un résumé du débat. À l'heure, en effet, où souffrent et meurent des hommes désespérés au Moyen-Orient, ce débat me paraît désolant, dérisoire, voire déplacé. À l'heure où la guerre risque d'embraser le monde, le gouvernement ne se grandit pas en demandant à son Assemblée nationale de statuer sur une réforme constitutionnelle qui n'a rien d'urgent et qui, dès lors, n'a aucun intérêt immédiat. Si, en son principe, le fait de ramener de 7 à 5 ans le mandat présidentiel peut paraître louable, il apparaît en définitive qu'une telle réduction ne devrait être que le corollaire d'une réforme plus profonde ayant pour but l'équilibre des pouvoirs. Le Parti communiste français, dès 1958, a dénoncé les dangers de cette Constitution pour la démocratie. Il n'en est que plus à l'aise aujourd'hui pour s'opposer à un plan dont la question de la durée du président de la République n'est qu'un prétexte. Loin de renforcer la démocratie, le projet la met en cause et au bout du compte aboutira au renforcement de l'autoritarisme. Dites que vous voulez que tout le monde marche au pas. La seule et légère grogne que vous tolériez ne doit pas aller au-delà d'une opposition à Sa Majesté. Ce projet n'est pas un accident. Il est la suite logique de tout un ensemble de faits qui soulignent l'évolution de votre régime. Le président Pompidou a tiré les conclusions de l'histoire contemporaine. Il est mieux placé que d'autres à pouvoir mesurer pleinement que le septennat, déjà lourd à porter au début du siècle, est mal adapté aux changements rapides qui affectent à notre époque les structures, les techniques et les esprits. Grâce à cette réforme, le pouvoir présidentiel évitera sans doute de rester trop en marge de l'évolution du pays. Deuxièmement, le quinquennat améliorera l'équilibre des pouvoirs. C'est évident puisque le président de la République et l'Assemblée, tous deux issus de la souveraineté populaire, vivront désormais au même rythme, même s'il n'y a pas simultanéité, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaitable. Quel n'est pas mon étonnement, je dirais même ma déception, de voir depuis 15 jours, et la séance de cet après-midi l'a parfois confirmé, la discussion déviait progressivement de son objet. Lisez la presse, écoutez les discours dominicaux et certains de ceux qui ont été prononcés tout à l'heure à cette tribune. Il ne s'agit plus, pour beaucoup, de savoir si le président de la République a raison de proposer la réduction à 5 ans de son mandat. Il s'agit de prendre prétexte de cette question pour tenter de l'affaiblir, pour gêner mon gouvernement ou essayer d'infléchir sa politique sur des questions qui n'ont rien à voir avec le débat constitutionnel qui vous est proposé. Certains nous reprochent de ne pas procéder à une réforme plus complète. D'autres semblent nous reprocher, au contraire, de modifier, même sur un seul point de la Constitution que le général de Gaulle a fait adopter par la France, comme s'il s'agissait d'un monument immuable
dont on n'aurait pas le droit, sous peine de sacrilège, de toucher le moindre élément. Mais ils ne sont pas fidèles à la pensée du général de Gaulle, qui, et il l'a montré à plusieurs reprises, même dans le domaine constitutionnel, a toujours affirmé que les institutions devaient s'adapter aux exigences d'un monde en perpétuelle évolution. Je considère comme un grand honneur de défendre devant vous cette réforme et, en m'y engageant pleinement, de m'efforcer de vous faire partager ma conviction. Je le fais non seulement en tant que gaulliste, mais aussi, et peut-être surtout, comme un homme qui a consacré la plus grande partie de sa vie à la défense de la liberté et de la démocratie. Dans la réponse que vous ferez à la question qui vous est posée, ce serait une imposture que d'avoir des arrière-pensées étrangères au débat, ce serait une démission que de s'associer à ceux qui ne font pas mystère d'en avoir. Car, prenez garde, si vous n'étiez pas sincère avec vos propres convictions, vos propres pensées, vous accepteriez d'être le jouet de manœuvres, de pression, d'interventions calculées, et l'image que vous donneriez au peuple serait celle qu'il a hélas bien connue au pire moment de notre histoire et qui l'a conduit parfois à l'abaissement et à la ruine. Ce sont donc les vertueuses manifestations d'inquiétude sur la nécessaire possibilité d'alternance. Où en êtes-vous dans votre conception constitutionnelle? Et voici qu'aujourd'hui, une proposition nous est faite. Modifier la durée du mandat, 5 au lieu de 7. Qui peut-elle satisfaire? La gauche? Je l'ai déjà dit, sûrement pas. Pour nous, l'essentiel, ce n'est pas le mode d'élection ou la durée du mandat du président de la République, mais notre volonté de mettre fin au pouvoir que celui-ci s'est arbitrairement attribué. Hors de la gauche? Oh, certainement pas les monarchistes inavoués, pour qui 7 ans, ce ne serait évidemment pas trop long. Alors, les présidentialistes? Un instant peut-être, c'est vrai, mais je ne crois pas longtemps à la réflexion, car ils sont a priori pour la séparation des pouvoirs, ce qui impliquerait que l'on retire au président les pouvoirs de l'arbitre qu'il a évidemment cessé d'être. On a entendu encore d'autres orateurs, comme M. Fouché, qui n'appartient plus à l'UDR. M. Fouché est farouchement opposé au projet. Il considère, dit-il, en tant que gaulliste, que c'est un honneur pour lui de le combattre. Il pense en effet que ce projet représente une menace pour les institutions de la Ve République. M. Fouché est écouté avec beaucoup d'attention par toute l'Assemblée. Il descend de la tribune avec une certaine solennité et rejoint son banc dans un silence presque total. Puis M. Jacques Soustelle, de Lyon, député de Lyon, vient dire qu'il s'interrogeait, qu'il voterait en définitive le projet sans enthousiasme, mais qu'il trouvait que ce débat tombait mal à cause du Proche-Orient. M. Couve-de-Murville, l'UDR, a annoncé qu'une fois de plus, il ferait preuve de non-conformisme en ne votant pas le projet. Il considère en effet que ce projet est contraire à l'esprit des institutions de la Ve République. Trop d'élections pour lui si le projet était adopté. On ne s'occuperait de la France, dit M. Couve-de-Murville, que pendant 6 mois, compte tenu de toutes les campagnes électorales. M. Crépeau, radical de gauche, annonce que ses amis voteront contre, ce n'est pas une surprise, et M. Ducret, républicain indépendant, que ses amis voteront pour, ce n'est pas non plus une surprise. Enfin, dernier orateur, il vient de descendre de la tribune il y a quelques minutes à peine, à quelques mètres de l'endroit où je me trouve, M. Loriol, député des Yvelines, qui a parlé au nom du groupe UDR. Et il vient, bien entendu, dire oui. L'importance, dit M. Loriol, des pouvoirs du président de la République commande en retour de plus fréquents passages au suffrage universel, de plus fréquents retours, au suffrage universel. Eh bien, à 10 heures, la séance va reprendre. On va examiner les amendements des réformateurs.
l'on votera vers minuit un pronostic. Le projet devrait être adopté sans modification. Un nouveau texte pour la défense des salariés. En cas de faillite d'une entreprise, ils seront désormais des créanciers super privilégiés. Cette réforme qui prévoit la création d'un fonds de garantie des salaires, cette réforme fait l'objet d'un projet de loi examiné demain par le Conseil des ministres. Monsieur Georges Gors l'a annoncé ce matin, évoquant l'affaire LIP. Le ministre du Travail a constaté l'échec de la négociation. Air France, des perturbations sur certains vols demain. Motif, une grève CGT, CFDT et FO pour les salaires, l'emploi et l'accroissement des effectifs. Prévision, tous les vols long courriers seront normalement assurés. En revanche, trafic réduit pour les vols moyen courriers desservant Marseille, Nice, la Corse, l'Afrique du Nord et Londres. Si vous devez voyager demain sur les lignes de cette compagnie, un numéro de téléphone à noter pour toute information complémentaire, 535 61 61 535 61 deux fois. Air Inter, 4 mois de retard dans la livraison des biréacteurs Mercure, commandés en 10 exemplaires à la société Marcel Dassault. Les premiers devaient entrer en service en janvier 1974. À l'issue de la réunion extraordinaire de son conseil d'administration, Air Inter a vivement regretté ce retard qui l'a contraint à réviser ses conditions d'exploitation. Un guide qui se veut être une sécurité pour les futurs acheteurs de logements, car aujourd'hui, acheter un appartement est souvent une véritable aventure. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, signer ou ne pas signer, payer ou ne pas payer, tout cela est dans la brochure éditée par le ministère de l'Équipement et du Logement. On vous indique dans cette brochure que vous ne devez jamais acheter un terrain avant de vous être assuré qu'il est constructible. C'est un certificat d'urbanisme qui vous donne, qui, délivré par la direction départementale de l'équipement, vous donne l'assurance que votre terrain est constructible. Autre chose, vous ne devez jamais verser d'argent avant d'avoir signé un contrat. C'est un certain nombre de recettes pratiques qui mettent en garde le grand public pour lui éviter les mécomptes que trop de Français ont connus ces dernières années. En ce qui concerne les prix fermes et définitifs prévus par les contrats, c'est encore une autre affaire. Par exemple, le fer, le bois, le cuivre, ayant augmenté en quelques mois de 50 à 150%, il ne vous sera pas facile d'obtenir du constructeur qu'aucune modification de prix n'intervienne avant la fin des travaux. Mais il y a cependant peut-être une solution. Si le consommateur consent, par exemple, à un versement qui permettrait à la petite entreprise de se couvrir en matériaux, je crois qu'on peut arriver à des solutions de prix non révisables. Mais c'est la condition sine qua non. Cette brochure est gratuite. Vous la trouverez dans une quinzaine de jours dans toutes les directions départementales de l'équipement, c'est-à-dire dans la plupart des préfectures et également dans les mairies. Rien n'est perdu pour Tabarly. Son bateau, le Penduic, pourrait arriver au Cap dans les temps s'il quitte le Brésil rapidement. Il pourrait à ce moment-là prendre le départ de la seconde étape de la course autour du monde en même temps que les autres concurrents. Le bateau est arrivé hier matin à Rio. Les réparations pourraient durer 3 à 4 jours. Penduic est arrivé, il était 22 h dimanche soir à Rio, 2 h du matin lundi à Paris. Éric Tabarly a encore surpris tout le monde car on ne l'attendait pas si tôt. Quelques heures auparavant, le Boeing 707 de l'armée de l'air s'était posé à l'aérodrome militaire de Rio. En 3 heures à peine, les 6 tonnes de matériel et de vivres, ainsi que le mât, étaient déchargés pour être acheminés vers le chantier naval brésilien. Le premier réconfort de ces hommes, qui viennent de passer un peu plus d'1 mois en mer, aurait été de mettre le pied sur la terre ferme et de boire un verre. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment du dématage? Ça, on n'a pas vu, hein, c'était la nuit. Et tout d'un coup, le mât est tombé. Et on était au plus près par assez forte brise. Et pourquoi c'est tombé, ça, on n'en sait rien. Comment cela s'est-il passé depuis 10 jours, c'est-à-dire depuis le jour de votre accident? Oh,
ça s'est pas mal passé. On a navigué avec le mode Artimon qui nous restait. Et puis, on a créé un espèce de petit mode fortune sur l'avant à l'aide des 2 tangons. Si bien que, comme ça, on a pu faire route sur Rio sans trop de problèmes. Et pourquoi Rio, alors que le terme de la première étape était le Cap? Rio, parce que c'était le point le plus près de l'endroit de l'accident. Et avec les vents dominants, c'était l'endroit le plus facile à rejoindre. Alors, avec un gréement de fortune, il faut mieux pas trop s'amuser à faire des longues distances. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui se trouve à la barre, ou même de tout un équipage, qui court, qui ne fait pas une croisière et qui démate? Ah bah... on se dit c'est pas de chance. Vous étiez donc en tête de cette course. Maintenant, la première étape est perdue pour vous. Alors est-ce que vous considérez que la course est perdue? La course, oui, mais enfin, au fond, il reste 3 étapes à faire et chacune des 3 étapes étant une course en elle-même. Donc, on a encore 3 belles courses à faire. Et l'étape la plus importante reste à faire puisque c'est Sydney-Rio. Par conséquent, si on arrive à faire quelque chose de bien dans ces 3 étapes-là, eh bien finalement, tout ne sera pas perdu. Éric Tabarly sait que la première étape du Cap est perdue. Il sait qu'il accumule du retard, mais ce qui frappe, c'est que le moral des hommes ne semble pas du tout atteint. Ce journal est terminé. Les prochaines informations sont à 22h35. Nous vous présenterons demain, mercredi, à 20h35, une émission spéciale de réflexion sur l'évolution et les perspectives du conflit au Proche-Orient. Des documents filmés, réalisés notamment par nos envoyés spéciaux, seront suivis d'un débat. Demain, 20h35. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.